Donc cette deuxième séquence de notre journée, qui clôturera les interventions de cette matinée, est placée sur le thème de changer de modèle agricole, la filière agricole s'engage. Alors Madame Florence Denier-Pasquier, rapporteure au CESE, ainsi que Monsieur Christian Gary, directeur d'unité INRA de Montpellier, et Monsieur Claude Jorda, vice-président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, animeront cette séquence. Je vais d'abord demander donc à Madame Florence Denier-Pasquier d'intervenir. Alors, je vous présente, vous êtes donc vous siégez au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Vous êtes rapporteur de gestion et usage de l'eau en agriculture. Vous êtes juriste en environnement de formation, vice-président de France Nature Environnement. Donc vous siégez au sein du Conseil économique, social et environnemental, je viens de le préciser, à la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la délégation de la prospective et à l'évaluation des politiques publiques où vous représentez le groupe donc environnement et nature. Voilà, je vous donne la parole. Et merci une fois de plus d'être parmi nous. Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci de m'accueillir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir, j'irai confronter, échanger avec des acteurs de terrain, tous les acteurs de terrain que vous êtes, sur les travaux du CESE. Je l'ai fait dans plusieurs régions de France, parce que ce travail a d'abord été issu d'expériences de territoire qui sont remontées dans la chambre de la société civile qu'est le CESE. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer le CESE, c'est l'équivalent des Césaires mais au niveau national. Donc Conseil économique, social et environnemental, c'est la chambre constitutionnelle de la société civile organisée. C'est-à-dire que c'est le principe du CESE, c'est des personnes qui se disputent, ne s'entendent pas dans les conflits sociaux ou dans des conflits de société, qui se retrouvent en amont des décisions et des décisions du gouvernement, pour essayer de trouver des voies de convergence. C'est vraiment un principe de prévention des conflits qui est à l'origine du CES, Conseil économique et social, qui est devenu Conseil économique, social et environnemental, CESE, avec le Grenelle de l'environnement. Et donc avec le Grenelle de l'environnement, sur les 233 membres, vous avez 14 membres d'associations de protection de l'environnement, dont France Nature Environnement, dont je suis la vice-présidente. France Nature Environnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fédération des associations, du territoire. On fédère 3000 associations sur tout le territoire métropolitain, avec une structuration, très démocratique, d'associations de terrain locales, des fédérations départementales, des fédérations régionales. Ici, vous avez la FRAPNE, la Fédération régionale Nature et Environnement du Languedoc-Roussillon. Moi, je viens des Pays de Loire, donc FNE Pays de Loire. Donc cette structuration, on élit, chacun, 3000 associations représentées au sein de FNE, c'est 3000 assemblées générales, et avec un système d'élection à chaque échelon. Donc cette fédération a des membres qui sont répartis dans toutes les sections, donc depuis 4 ans. On m'a demandé de représenter FNE, notamment à la section de l'agriculture, où j'ai conduit cet avis il y a 1 an et demi. Et je pense que c'est important que cet avis se soit bâti d'abord sur des expériences déjà existantes sur les territoires. Ce n'est pas Paris qui est venu dire c'est comme ça qu'il faut faire. On a été voir les territoires, on s'est déplacé, y compris, on n'a pu faire qu'un seul déplacement. On a été dans le Marais Poitevin pour aller voir les différents acteurs des politiques de l'eau, des collectivités, différents types, différentes formes d'agriculture, les débats qui sont vifs aussi sur ce secteur-là. J'ai cité d'autres expériences grâce à des acteurs locaux, puis je suis d'ailleurs très heureuse, parce que comme j'ai cité l'expérience de Lons-le-Saunier dans mon avis sur les captages prioritaires et les méthodes, je suis très heureuse de pouvoir rencontrer finalement aussi des visages à mettre sur ces expériences, parce que ce sont des experts nationaux qui nous en ont parlé. Comment ça se construit un avis du CESE? Donc, il porte mon nom, mais je suis rapporteur du CESE. Ici, je suis membre de FNE, mais ici, je suis en tant que rapporteur du CESE. Donc, ce qui sera dit là, c'est exactement ce qu'il y a dans ce texte qui est paru au journal officiel.
je vais mettre un peu plus d'exemples parce que le texte est un peu dense, où on parle à la fois des enjeux quantitatifs et des enjeux qualitatifs. Bon, hier, il y a une conférence en public, on a parlé des aspects quantitatifs. Ici, aujourd'hui, on parlait plutôt des aspects qualitatifs, sachant qu'il ne faut jamais séparer les deux dimensions quantitatifs et qualitatifs. Ça, c'est un des points forts de la vie. Comment ça se construit? Je pense que c'est important parce que voilà, ce n'est pas un rapport d'experts, c'est un avis de la société civile qui s'est appuyé sur des dizaines et des dizaines d'auditions. Pendant 4 mois, on a fait des dizaines et des dizaines d'auditions d'experts. Et ça, pour un bénévole associatif comme moi, qui travaille dans les politiques publiques de l'eau. Alors, je suis juriste environnement spécialisé dans l'eau et de profession formatrice, notamment auprès du CNFPT, hein, plutôt dans le Grand Ouest. Hein. Je connais moins les conditions hydroclimatiques d'ici, mais plutôt voilà, Bretagne, Pays-Loire, Normandie. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir s'arrêter sur son expérience, qui n'est pas qu'une expérience associative, qui est aussi une expérience professionnelle, et de dire, ben voilà, qu'est-ce que nous disent les experts, qu'est-ce qui se passe sur les territoires, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme synthèse et quelles propositions d'évolution on peut proposer au gouvernement à partir de ce diagnostic-là. Donc 4 mois d'audition, 4 mois de partage d'expérience avec des personnes dans la section qui, a priori, au début, ne connaissent rien au sujet. Ce n'est pas leur spécialité, c'était la mienne, c'est un hasard quelque part, mais les autres membres de la section ne connaissaient rien au sujet. Et donc une formation interne, des échanges, hein, en interrogeant ces experts, et on a beaucoup... je suis très contente d'avoir un chercheur de l'INRA à côté de moi, parce que j'en ai épuisé plus d'une demi-douzaine dans ces travaux. On a beaucoup de compétences en matière d'eau, mais quand on parle de ces sujets, il faut aller voir aussi le BRGM. Vous avez des spécialistes de l'irrigation à Montpellier, de l'IRSTEA. On a aussi fait venir, parce que j'y tiens beaucoup en tant que juristo, une association syndicale autorisée. C'est pas loin, c'est à côté de Béziers, du canal, c'est une des premières en plus. Je vais retrouver, mais voilà, la structure association syndicale autorisée, Gignac, merci. Au hasard, bah oui. Non, c'est intéressant parce que voilà, on s'est nourri de beaucoup d'expériences et on les a fait monter à Paris, ces expériences en fait. On les a fait monter à Paris pour que les représentants variés, donc avec aussi des représentants agricoles des 3 syndicats agricoles, hein, puisque y a à peu près 22 représentants agricoles entre les syndicats, la PCA, les jeunes agriculteurs, hein, donc il y en a un certain nombre aussi en section. Donc vraiment se confronter, ne pas hésiter à se confronter, ne pas être dans un avis, voilà, on essaye de lisser les choses. Allons au fond des sujets, allons au maximum de nos convergences, et puis vraiment quand on n'arrive pas à converger, on identifie les points de dissensus, comme on dit. Et les points de dissensus, c'est aussi une clé de lecture pour ceux qui nous gouvernent, alors le gouvernement, mais je pense que les politiques publiques de l'eau étant aussi très locales, c'est des clés de lecture qui peuvent être intéressantes. Je vais citer les deux dissensus à identifier, c'est sur le principe pollueur-payeur, et c'est sur la stratégie d'aménagement des retenues d'irrigation, des retenues de substitution, sujet, hélas, d'actualité en ce moment. Donc, cet avis voté à 1 an et demi, c'est vraiment pour nourrir la réflexion de tous les acteurs de la politique publique de l'eau. Et ils sont nombreux. Alors, sur le sujet sur lequel vous m'avez interrogé, changer de modèle agricole, je veux bien qu'on mette le PowerPoint. Moi, je vais d'abord questionner un peu le sujet en disant, y a-t-il un modèle agricole? Si on regarde nos territoires, non, évidemment. Il y a tellement de variétés d'agriculture qu'il y a au moins des modèles. Il y a peut-être un modèle agricole dominant, hein, et il est identifié, et quand vous discutez justement avec des chercheurs en disant c'est celui de la modernisation qui a eu beaucoup d'effets bénéfiques, hein, la modernisation agricole, qui a, je dirais, uniformisé et fait monter en puissance les itinéraires techniques, qui a développé la mécanisation. Il faut voir, moi je suis petite fille d'agriculteur, mes 2 grands-pères ont été les premiers en Loire-Atlantique à avoir leur tracteur au sorti de la guerre, donc même avant les politiques publiques, et je sais la fierté que c'était. Hein. C'était la fierté de la famille. Hein.
Parce que voilà, c'est le travail de paysan avant-guerre, c'était quelque chose, quoi. Et j'ai le bail de ferme de mon grand-père d'avant-guerre, je vois ce que c'est. Donc la mécanisation, et puis l'utilisation, ce qu'on appelle des intrants de synthèse, que ce soit les fertilisants ou les pesticides. Donc voilà, il y a eu un modèle qui s'est développé à une époque et qui se confronte dans différentes dimensions aux limites, je dirais, de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, on va parler aux limites de la ressource en eau, voilà, et aux limites qualitatives de la ressource en eau. Et c'est cette confrontation vraie, dont on peut vraiment, en esquivant pas le débat, dont on peut sortir des solutions. Donc, par rapport à ça, le CESE, il a tranché, il a dit oui, il faut faire évoluer le modèle agricole, et c'est le même discours que de l'agroécologie. Ah, merci. Très bien. Ouais, je vais essayer de trouver comment ça marche. Ça va, j'ai vu. Ok. Donc, c'est le même discours qu'il y a dans la loi d'avenir sur l'agroécologie. Et finalement, si on ne trouve pas la vraie définition de l'agroécologie, c'est peut-être pas si grave, parce que l'idée, c'est que ça nous fasse réfléchir et dialoguer autour de cette question-là. Donc, on a travaillé là-dessus en disant oui, il faut travailler à la fois sur les différents enjeux, parce que c'est pas absolument pas l'eau contre l'agriculture ou l'environnement contre l'agriculture. Il faut travailler à cette conciliation, parce qu'il y a des enjeux qui sont essentiels. Donc les enjeux, on les a identifiés sur la production agricole diversifiée qui permette l'autonomie alimentaire. C'est essentiel, l'alimentation. Les enjeux sanitaires, notamment la ressource en eau potable, on en a déjà parlé. La conciliation des différents usages et activités liées à l'eau. La contribution de l'agriculture à l'atteinte du bon état des eaux, donc on parlera là plus particulièrement, et puis l'adaptation de la production agricole aux effets du changement climatique sur la ressource en eau. Donc, sur cet aspect-là, l'avis du CESE, qui est assez dense, je vous invite à, enfin voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à lire. Là, comme je parle, on travaille beaucoup sur la gestion quantitative du fait de l'affaire de CIMAS. J'ai passé sur des dossiers de fond avec une journaliste 2 heures sur 3 pages, en disant qu'est-ce que ça veut dire derrière et ne pas se tromper. Mais chaque virgule compte. Quand on discute un avis du CESE, on fait 4 mois de travail et 2 mois de débat. Et là, c'est des amendements écrits, enfin des amendements oraux, des remarques, des débats, des journées de débat, et dans lesquelles chaque virgule monte. Donc ce texte est l'aboutissement d'un travail collectif. Et après, la section de l'agriculture porte ce travail collectif élaboré dans un groupe de 30 personnes au vote en plénière, et il y a un vote démocratique des membres présents, de 233 autres membres, qui sont informés en disant est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Donc voilà. Donc il y a une procédure d'écriture qui est propre au CESE, qui a une certaine culture justement de l'écriture, un vrai règlement intérieur, et qui fait qu'on arrive à un texte qui est collectif et adopté selon un processus démocratique. Donc, il y a des idées clés qui portent l'ensemble de la vie, que ce soit sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. Le fait que l'agriculture ne fonctionne pas sans l'eau, il n'y a pas d'agriculture sans eau, c'est une évidence. Mais quand je dis ça, ce n'est pas seulement de l'agriculture irriguée dont je parle, puisque l'agriculture irriguée, c'est 6% de la SAU en France. Beaucoup plus ici, je pense, mais je n'ai pas les chiffres ici, mais peut-être, je ne sais pas les données. Mais quand on parle d'eau et agriculture, du point de vue de l'agriculture, c'est aussi comment l'agriculture pluviale, l'agriculture qui dépend directement de la ressource naturelle, optimise mieux l'eau naturelle qu'elle a, et notamment le principal réservoir, c'est l'eau des sols. Et c'est pour ça d'ailleurs, l'occupation des sols par l'agriculture, qui est la majoritaire, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas parler de gestion de l'eau sans dialoguer avec le monde agricole. C'est pas possible. C'est une impasse. Donc il faut trouver les voies de ce dialogue-là. Et évidemment, il ne peut passer que par le dialogue. Donc il y a vraiment des liens indissociables entre l'eau, la terre et donc l'agriculture. D'une part, parce que des sols vivants permettent de stocker et de filtrer l'eau. Donc il y a un aspect quantitatif et qualitatif rien que dans le sol. Et puis, cet aspect quantitatif et qualitatif sont fortement liés par la nature des sols. Bon, puis là, vous avez des spécialistes en hydrogéologie, ils vous expliqueront ça sur votre territoire de façon forte. Et il faut vraiment les écouter
avec patience, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans ces relations scientifiques entre eau, sol et agriculture. Il faut souvent mobiliser d'ailleurs des compétences scientifiques qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler. Entre l'agronomie, les sciences dures, l'agronomie, c'est un peu compliqué. Et c'est déjà un travail scientifique de synthèse complexe. Alors, deuxième idée phare, c'est que l'eau doit être gérée comme un bien commun, et donc à la bonne échelle. C'est une exigence géographique, ça on le sait en France, au moins de façon théorique, et j'espère de plus en plus appropriée par les acteurs, c'est que l'eau se gère certes à l'échelle du cours d'eau, mais si on veut faire du bon boulot, notamment quand on parle de pollution diffuse, il faut le gérer à l'échelle du bassin versant. Et le bassin versant, c'est un peu plus abstrait que le cours d'eau. C'est un peu plus compliqué. Puis ça implique un peu plus de personnes que les riverains autour d'un cours d'eau. Et donc ça suppose peut-être un peu plus de conflits que seuls les conflits entre riverains. Alors je rappellerai que riverain, c'est ce qui a donné, il y a étymologiquement un lien avec rival. Les riverains sont forcément rivaux. C'est ça. Et l'histoire du droit de l'eau, là je prends ma casquette professionnelle, le droit de l'eau, on remonte à des conflits qui sont des droits qui sont avant la Révolution, parce qu'avant la Révolution, il a fallu régler les conflits entre ceux qui géraient les moulins et ceux qui avaient des prairies. C'est inhérent au droit de l'eau et c'est inhérent au fait que ce soit une ressource commune, un bien commun. Et déjà, les Romains disaient, oui, l'eau est une ressource commune, elle échappe à toute appropriation définitive. Et ça, c'est une sagesse qu'il faut garder absolument, même face aux défis écologiques et économiques et sociaux qui nous attendent. Le fait qu'elle doit être gérée à la bonne échelle, donc le bassin versant, alors puis la bonne échelle, là c'est encore plus abstrait, c'est qu'on a une nappe, et je crois que vous en avez une belle par ici. Alors la nappe souterraine, d'eau souterraine, c'est d'une abstraction finie, et donc il faut lui donner un visage, lui donner une existence, et c'est le rôle des sages, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, de la faire exister en disant mais ça nous supporte, ça supporte l'ensemble de nos activités. Mais il faut qu'elle existe, quoi, même dans notre façon de travailler dans tous les secteurs. Je ne parle pas que de l'agriculture. Et c'est une exigence aussi démocratique. Et c'est pour ça qu'il y a normalement une certaine avance en France, c'est que depuis 20 ans, on met en place une vingtaine d'années des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, assortis de commissions locales de l'eau, qui sont un peu la chambre des acteurs qui sont intéressés, qui sont concernés par cette ressource-là. Et si le travail au sein de ces clés se fait de façon honnête, sincère, en n'évitant pas les conflits, surtout n'évitez pas les conflits, mais réglez-les par le dialogue et de façon démocratique, pour élaborer des règles communes qui, derrière, vont donner la direction générale. Voilà. Et c'est vrai que c'est long, ça. La démocratie, ça demande du temps. Eh oui. Mais par rapport aux enjeux de l'eau et aux enjeux économiques, sociaux de l'eau, c'est nécessaire, indispensable, incontournable. Donc le lien entre la qualité et la quantité, j'en ai déjà parlé. Le fait quand même, je pense que l'on est tous confrontés à ça, qu'une ressource diversifiée de bonne qualité permet une conciliation des usages plus aisés, parce que si on perd notre ressource, alors je crois que vous avez un souci de biseau salé éventuellement sur votre nappe qui nourrit l'eau potable, s'il faut aller chercher l'eau un peu plus dans les montagnes. Je connais mal la géographie, vous me corrigerez d'ici, mais j'ai ce qu'il faut pour me corriger. Ça veut dire qu'on va aller concurrencer d'autres usages existants sur cette ressource-là. Donc, le fait de mal gérer la qualité de l'eau dans un secteur peut créer, en allant chercher, je sais pas, l'eau pour Perpignan un peu plus loin, d'autres conflits d'usage ailleurs. Voilà. C'est ça qui est en lien. Et puis, quelque chose dont on parlera un peu moins aujourd'hui, mais je veux vraiment, vraiment, vraiment beaucoup insister, parce que moi, ça a été, je pensais, je dirais, déjà, j'ai fait 2 erreurs en commençant cette vie. Connaissant le sujet, enfin, fréquentant le sujet des politiques publiques locales de l'eau depuis 20 ans, et je dis, je vais surtout faire de la pédagogie, de la traduction de choses compliquées, que je savais déjà compliquées. Et je ne pensais pas apprendre. Alors, j'ai appris énormément, et je pense que maintenant, je sais que je n'aurai jamais fini d'apprendre sur le sujet. Et deuxièmement, il y avait quelque chose que j'avais très peu appréhendé, et c'est la directrice du BRGM, dans un entretien, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie, quand elle m'a mis les projections sur effet du changement climatique sur ressources en eau, égale, je vous le simplifie, parce que moins 30 à moins 40% de baisse de débit, de baisse de la recharge des nappes en eau souterraine,
et à peu près l'équivalent sur les débits des cours d'eau, en moyenne. Après, d'après ce que j'ai compris, ici, ça va être un peu plus grave, un peu plus prononcé. Pourquoi ? On écarte, on met de côté l'hypothèse précipitation, modification des précipitations, parce que les scientifiques, voilà, la ligne de partage des précipitations, suivant les hypothèses du GIEC, passe pile sur la France. Donc, suivant qu'on bascule à droite, à gauche, on ne sait pas trop. Mais rien que par l'effet du réchauffement climatique. Voilà, rien que par l'augmentation de la température. Donc, il faut vraiment avoir des idées simples, c'est des idées de cycle de l'eau, qu'il faut vraiment... C'est notre principal réservoir en eau, et d'ailleurs, le principal réservoir en eau de l'agriculture, c'est l'eau qui est dans les sols. S'il y a augmentation de la température, et ça, les experts internationaux du GIEC vous disent, c'est certain, et ça va être rapide, c'est déjà en cours, évidemment, c'est déjà en cours. Donc ce phénomène-là dont on parle, qu'on sait expliquer maintenant, est déjà en cours. S'il y a augmentation des températures, l'évaporation de l'eau des sols est plus rapide. Ce qui n'est pas forcément mauvais pour l'agriculture, parce que finalement, ça dépend des coins. Ça, on ne tire pas la conséquence là-dessus. Mais par contre, ce qui est certain, et là, il y a une expertise de l'INRA qui le dit dès 2006, sécheresse et agriculture, mais il le dit avec le langage INRA. Donc, voilà. Mais c'est drôle de... c'est que cette évaporation de l'eau des sols, elle va être plus rapide. Évaporation de l'eau des sols plus rapide, vous me corrigez si je dis des choses fausses, c'est forcément un peu faux, mais il faut dire parfois des choses un peu fausses pour parler. Évaporation de l'eau des sols plus rapide égale baisse de la recharge des nappes, c'est ça qui est touché, et donc baisse de l'alimentation des cours d'eau qui dépend de la recharge des nappes. Donc l'eau qu'il y aura dans les cours d'eau est la première victime, et donc les usages de cette eau qui sont souvent calés sur des niveaux de débit, les autorisations, les pompages, etc., eh ben, il va falloir les ajuster. Et ça, c'est un défi dont je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment prêt aujourd'hui à l'entendre. Et je pense que c'est pour ça que j'insiste très, très lourdement. Je vais vous demander de conclure, là. Oui, déjà, là, on a voilà. débordé même de beaucoup. Ouais. Merci. Mais c'est bien, je ferai comme hier. Donc, après, vous aurez, j'ai fait la petite synthèse des préconisations principales dans le PowerPoint. Il sera, je suppose, dans des actes. Et puis, je vous invite à lire. Ce qui me semble aussi important, c'est que du coup, par rapport à cette adaptation, la notion de sobriété des besoins et d'économie d'eau, c'était abordé, est un gage de sécurité pour tous les acteurs. Et c'est aussi un gage de sécurité de bien définir les besoins pour chaque usage, l'eau agricole, l'eau domestique, l'eau industrielle, quand on fait des grands aménagements, quand on fait des planifications d'aménagement des territoires. Et ça, c'est valable aussi sur les questions de qualité de l'eau. Quand vous avez un captage d'eau potable, c'est en fonction de du débit que vous lui demandez et du débit que la ressource peut fournir, que vous pouvez aussi fixer des normes de qualité. Voilà. Mais écoutez, à bientôt. Je vous